Carla Bruni révèle enfin pourquoi elle est restée silencieuse pendant 15 ans, une vérité qui contredit brutalement l'image élégante que la France avait érigée autour d'elle. Derrière la lumière, il y avait le prix cruel du pouvoir, où chaque mot pouvait devenir une arme contre elle. Et aujourd'hui, Carla s'apprête à dévoiler ce qu'elle n'avait jamais osé dire, un aveu capable de bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur cette union au sommet. Carla Bruni est entrée sous la lumière comme si elle y était née. Les photos la montraient, calme, sûre d'elle, presque intouchable. Les magazines répétaient la même image. Une femme élégante, stable, parfaitement à sa place. Pour le public, elle n'avait jamais tremblé. Tout semblait lisse, propre, maîtrisé. Le mythe était simple. Une icône qui ne perd jamais le contrôle. La réalité, pourtant, était plus serrée. Chaque apparition de Carla était surveillée. Chaque geste devenait un message. Chaque silence, une histoire inventée par d'autres. Elle avançait dans un monde où la moindre expression pouvait être analysée comme un signal politique. Et elle le savait. Elle devait rester droite, sourire doucement, ne rien laisser dépasser. On lui demandait d'être un symbole avant d'être une femme. La presse raffolait de cette version d'elle. Mannequin devenu artiste, puis épouse d'un chef d'État. Une trajectoire parfaite pour les titres. Il ne voyait pas la pression derrière cette perfection. Il ne voyait pas la fatigue de jouer un rôle public sans pause, sans faille. Tout ce que le public recevait, c'était une ligne claire, Carla Bruni, la femme idéale pour la photo de couverture. Quand elle est devenue première dame, les attentes se sont multipliées. Elle devait être élégante, discrète, irréprochable. Elle devait parler peu, mais parler bien. Elle devait représenter un pays entier, sans jamais montrer qu'elle pouvait être blessée, confuse ou simplement humaine. Le poste demandait une forme de silence. Un silence poli, brillant, contrôlé. Elle a accepté ce cadre parce qu'elle pensait pouvoir l'habiter, mais elle n'a jamais imaginé à quel point il finirait par la façonner. La France voulait croire en une première dame sans faille. Une femme douce mais solide, présente mais effacée, visible mais silencieuse. Carla s'est retrouvée coincée entre ces deux mondes, celui où elle voulait exister en tant qu'artiste et celui où elle devait disparaître derrière la fonction. Plus elle avançait, plus l'image prenait toute la place. Elle devenait un portrait plus qu'une personne, un symbole plus qu'une voix. Le public aimait cette apparence. Ils disaient qu'elle avait une force tranquille. Ils admiraient sa retenue. Ils pensaient que ce silence était un choix naturel, presque une marque de sophistication. Personne ne se demandait ce qui lui en coûtait vraiment. Personne ne voyait le poids qu'elle portait chaque fois qu'elle devait répondre à une question par un sourire au lieu d'une phrase. Avec le temps, son silence est devenu un réflexe, une armure, une manière de ne pas laisser les critiques trouver une fissure, une façon de garder une part d'elle hors de la portée du monde. Mais cette protection avait un prix. Le public voyait une femme en maîtrise. En réalité, Carla commençait déjà à s'effacer derrière son propre rôle, et personne ne savait à quel point elle avait peur que la vérité, un jour, déborde de ce qu'elle pouvait cacher. La rencontre entre Carla Bruni et Nicolas Sarkozy n'a rien eu de romanesque. C'était rapide, direct, presque brutal. Deux mondes différents se sont heurtés dans une pièce où chacun jouait déjà un rôle trop grand pour lui. Elle arrivait avec son calme habituel, cette façon de respirer lentement avant de parler. Lui entrait comme une force lancée à pleine vitesse, déterminé, précis, sans une seconde de doute. Dès les premières minutes, la différence de rythme était claire. Il parlait vite, elle observait. Ce soir-là, il n'y avait pas de musique douce, pas de lumière flatteuse, juste une table, des regards, et la sensation étrange que quelque chose venait de basculer. Sarkozy posait des questions courtes, presque tranchantes. Il voulait comprendre. Il voulait saisir ce qu'elle ne disait pas. Carla, elle restait simple, polie, mais attentive à chaque détail. La façon dont il se penchait en avant, la manière dont il contrôlait l'espace, la conviction dans chaque phrase. Rien n'était laissé au hasard. La conversation a été courte,
Mais elle a marqué un point précis. Il voyait en elle une présence calme, capable de contrebalancer son énergie. Elle voyait en lui une intensité rare, difficile à ignorer. Il y avait une tension, pas forcément sentimentale au départ, mais faite de curiosité et de pouvoir. Une tension qui attire et qui inquiète en même temps. Les jours suivants, tout cesse enchaîner très vite. Sarkozy savait s'imposer. Il appelait sans attendre. Il proposait des rencontres, des dîners, des marches discrètes, loin des caméras. Il ne donnait pas le temps de réfléchir. Carla suivait ce rythme presque malgré elle. Elle était intriguée par cette force. Elle voulait comprendre d'où venait cette énergie qui semblait tout avaler autour de lui. Et pourtant, dès le début, il y avait des signaux discrets, la façon dont il corrigeait une phrase, la façon dont il insistait pour choisir un lieu, la manière dont il disait ce n'est pas important quand elle posait une question qui le dérangeait. Rien de violent, rien de choquant, juste des détails qui s'accumulaient doucement comme des pierres dans une poche, assez petites pour ne pas effrayer, assez nombreuses pour peser avec le temps. Carla essayait de rester lucide. Elle savait qu'un homme, en pleine ascension politique, n'était jamais simple. Elle savait qu'il vivait sous une pression constante. Elle imaginait qu'une partie de sa rigidité venait de là. C'était logique. Et puis, il y avait aussi cette part de lui qui semblait sincèrement attirée par ce qu'elle représentait. Une douceur maîtrisée, une élégance sans bruit, une forme de silence capable de calmer sa tempête. Mais cette attraction avait aussi un revers. Plus Sarkozy avançait, plus l'espace autour d'elle rétrécissait. Il voulait comprendre tout, il voulait anticiper tout. Il voulait savoir ce qu'elle dirait avant même qu'elle parle. Carla le voyait, mais elle ne savait pas encore que cette façon d'exister deviendrait un jour le cœur du problème. Pour l'instant, elle suivait le mouvement. Et ce mouvement, une fois lancé, était impossible à arrêter. Au début, tout semblait fonctionner. Carla Bruni avançait dans cette nouvelle vie comme si elle avait enfin trouvé un espace sûr. Nicolas Sarkozy l'entourait d'une attention constante. Il parlait fort, décidait vite, mais il la regardait comme si elle était la seule personne capable de l'apaiser. Pour elle, cette intensité était presque réconfortante. Après des années passées dans un milieu où chacun jouait un rôle, elle rencontrait un homme qui ne se cachait jamais. Cette transparence l'a séduite. Les premiers mois étaient légers. Il sortait souvent, riait facilement, se découvrait sans la pression de les léser. Carla avait l'impression d'être vue, réellement vue, au-delà de sa carrière et de son image. Elle appréciait cette énergie nouvelle. Sarkozy voulait qu'elle fasse partie de tout. Il lui racontait ses projets, ses ambitions, ses batailles politiques. Il voulait son avis. Il voulait sa présence. Cette implication lui donnait l'impression d'être importante, presque essentielle. Quand ils se sont mariés, l'histoire semblait presque parfaite. Une artiste et un président. Deux trajectoires incroyables qui se rejoignaient. La presse parlait d'un conte moderne. Les photos montraient un couple solide, différent, presque romanesque à leur manière. Carla souriait. Sarkozy semblait fier. Le pays suivait l'histoire, comme on regarde une série dont on connaît déjà la fin heureuse. Puis, la lumière a changé. Pas brusquement, mais par petites touches. Des réunions plus longues. Des déplacements imprévus. Des décisions qui ne la concernaient plus autant qu'avant. Sarkozy continuait à l'adorer en public, mais l'intensité privée devenait plus rare. Carla le voyait entrer dans une zone où la pression politique dominait tout. Il parlait moins, il écoutait moins, et quand il parlait, c'était souvent pour expliquer ce qu'elle devait éviter de dire. Pas ce qu'il ressentait. La première fissure est arrivée un soir après un meeting. Il était fatigué. Elle l'était aussi. Elle a tenté de lui poser une question simple. La réponse a été brève, sèche. Rien de grave. Juste un ton. Un ton qu'elle ne connaissait pas encore. Elle l'a ignoré. Elle s'est dit que c'était le stress. Mais elle a retenu ce moment. Un détail. Une ombre. Au fil des semaines, Sarkozy est devenu plus direct, plus contrôlant.
Il voulait anticiper chaque mot qu'elle prononcerait en public. Il répétait souvent « Tu dois faire attention, tout compte ». Pour lui, c'était normal. Pour elle, c'était le début d'une nouvelle forme de prudence. Elle comprenait l'importance du rôle. Elle comprenait la pression. Alors, elle s'adaptait. Elle répondait moins. Elle observait plus. Elle évitait les sujets délicats. Elle apprenait à avaler certaines phrases pour éviter un débat inutile. Malgré cela, la surface restait brillante. Les événements officiels étaient impeccables. Les photos étaient magnifiques. Les discours étaient maîtrisés. Le pays voyait un couple solide, uni par une forme de complicité rare, et Carla jouait parfaitement ce rôle. Elle avançait avec grâce, parlait avec calme, montrait une confiance qui rassurait la France entière. Cette façade faisait partie de son devoir. Elle le savait, elle l'assumait. Mais cette période lumineuse avait une limite invisible. Plus Carla brillait en public, plus elle s'effaçait en privé. Elle le sentait sans vouloir l'admettre. Elle répétait à elle-même que tout allait bien, que c'était normal, que chaque grande histoire passait par des ajustements. Et pourtant, une vérité plus froide se glissait dans les interstices. La lumière qui l'entourait n'était pas la sienne. C'était la sienne à lui. Elle n'en faisait que refléter l'éclat. Dans ses premiers temps, Carla croyait encore pouvoir vivre entre ces deux mondes sans se perdre. Elle croyait pouvoir être la femme discrète qu'on attendait d'elle et l'artiste libre qu'elle avait toujours été. Mais elle ne voyait pas encore que ce jeu d'équilibre avait déjà commencé à pencher lentement, silencieusement, et sans retour possible. La descente n'a pas commencé par un scandale. Elle a commencé par des gestes minuscules, des gestes que personne ne voit sauf celle qui les subit. Carla Bruni a d'abord cru que c'était la fatigue. Un président ne dort pas. Il vit sous pression. Elle le comprenait, mais elle a vite compris que ce n'était pas seulement la fatigue. C'était un changement. Lent, froid et presque imperceptible pour le reste du monde. Sarkozy devenait plus sec, plus nerveux, plus exigeant. Il surveillait chacune de ses phrases, même en privé. Une fois, elle a dit quelque chose d'anodin sur un artiste lors d'un dîner. Il a rectifié immédiatement. Pas méchamment, mais avec cette autorité qui coupe. Elle a souri, elle s'est excusée. Mais elle a senti quelque chose se serrer en elle. Comme si sa voix n'avait plus sa place, comme si elle devait demander la permission d'exister. Puis il y eut les silences. Pas les siens à lui. Des silences lourds qui tombaient au milieu d'une phrase. Des silences qui disaient « tu aurais dû savoir ». Elle essayait de comprendre ce qu'elle avait mal fait. Elle repassait la scène dans sa tête. Elle cherchait un mot, un geste, mais parfois il n'y avait rien. Juste un silence qui devenait une frontière. Les réunions politiques devenaient une excuse pour tout, pour les retards, pour l'absence, pour l'humeur. Carla savait que ce monde était dur, mais elle ne savait pas que cette dureté entrerait jusque dans sa maison. Il rentrait tard, il parlait peu, et quand il parlait, c'était souvent pour corriger, conseiller, orienter, pas pour partager, pas pour écouter. Pour un soir, elle a voulu lui dire qu'elle se sentait dépassée, pas par le rôle, mais par le poids. De tout cela, il a répondu « Tu dois être forte. On ne peut pas se permettre les états d'âme. » Elle a hoché la tête. Mais cette phrase a laissé une marque simple, fine, mais profonde. Elle comprenait maintenant que sa fragilité n'avait plus le droit d'exister. Peu à peu, Carla a commencé à se retirer. Ce n'était pas un choix, c'était un réflexe. Elle parlait moins, elle posait moins de questions, elle évitait les sujets qu'il n'aimait pas, elle évitait même certains sourires, de peur, qu'ils soient mal interprétés. Elle vivait dans une maison pleine de gardes, de conseillers, de protocoles, mais elle n'avait jamais été aussi seule. La presse continuait à l'adorer. Il la trouvait élégante, discrète, forte. Il loua sa retenue. Il disait
qu'elle maîtrisait son rôle mieux que toutes les femmes qui l'avaient précédée. Personne ne savait que cette maîtrise n'était pas un talent, que c'était une survie. Elle devait calculer chaque mot, chaque réponse, chaque respiration devant les caméras. Elle jouait un rôle qui l'effaçait lentement. La rupture intérieure a commencé quand elle a compris qu'elle ne riait plus. Pas vraiment. Elle souriait pour la photo. Elle souriait pour rassurer. Mais le rire, le vrai, celui qui part du ventre, avait disparu. Elle s'en est rendue compte un matin en studio. Une musicienne a fait une blague. Tout le monde a ri. Elle, non. Elle a senti un vide qui lui a fait peur. Et puis, il y a eu ces moments où Sarkozy lui parlait, comme on parle à une collaboratrice, pas à une femme. Il donnait des directives. Il expliquait ce qu'elle devait éviter dans une interview. Il reprenait ses phrases avant qu'elles ne sortent. Il disait qu'il voulait la protéger. Mais ce qu'elle ressentait, c'était autre chose. Une forme de contrôle qui glissait sous la peau. Elle se souvenait d'une phrase qu'il répétait souvent au début. « Tu peux être toi-même avec moi ». Cette phrase avait disparu, remplacée par une autre. « Il faut être prudent ». Le tu était devenu « il faut ». Le couple était devenu un dossier. Elle n'était plus une femme aimée. Elle était une variable à gérer. La réalité la plus dure est arrivée un soir où elle a voulu lui parler d'un projet artistique. Il a écouté. Il a dit que ce n'était pas le moment. Il a ajouté « on verra plus tard ». Le plus tard ne venait jamais, et elle a compris. Son monde, à elle, n'existait plus. Seul existait le sien, à lui. À partir de là, le silence n'était plus un choix. C'était une obligation. Une manière de ne pas provoquer, de ne pas déranger, de ne pas compliquer. Elle s'effaçait pour éviter la tempête. Mais en s'effaçant, elle perdait chaque jour un peu plus de ce qui faisait sa force. La lumière extérieure restait brillante, mais en elle, tout s'assombrissait. Et le point de rupture est venu une nuit ordinaire. Pas de cri, pas de drame, juste un geste, un regard et une phrase qui a tout brisé. Carla rentrait d'un enregistrement, fatiguée mais heureuse d'avoir passé quelques heures à retrouver sa musique. Elle est entrée dans le salon. Sarkozy était assis, le visage fermé, un dossier à la main. Elle a commencé à lui parler de sa journée. Il ne levait pas les yeux. Elle a insisté. Il a répondu d'un ton court. Ce n'est pas le sujet. On a un problème plus sérieux. Elle s'est arrêtée. Elle a attendu. Il a refermé le dossier et l'a regardé comme on regarde quelqu'un qui déçoit. Il a dit « On m'a rapporté que tu as fait un commentaire qui peut être mal interprété. Tu dois faire plus attention. Toujours. » Elle a senti le sol se dérober. Elle n'avait rien dit de grave. Juste une phrase sur la liberté de créer. Une phrase simple, une phrase d'artiste. Elle a voulu expliquer. Il l'a coupé. Ce n'est pas le moment d'être artiste, c'est le moment d'être responsable. Ce mot « responsable » a résonné comme une gifle, comme si tout ce qu'elle était en dehors de lui n'avait plus aucune valeur. Elle est restée immobile. Elle observait l'homme qu'elle pensait connaître. Il parlait avec une froideur nouvelle. Une froideur qui ne venait pas du pouvoir, mais d'un jugement. Un jugement sur elle. Sur sa place, sur sa voix. Elle a compris que ce n'était pas un reproche ponctuel. C'était un système. Un système où elle devait réduire sa pensée pour protéger sa fonction. Pas la sienne à lui. Quand elle a quitté la pièce, elle avait l'impression de ne plus respirer normalement. Elle a marché dans le couloir, long, silencieux, éclairé par des lampes trop faibles. Elle a senti une distance énorme entre ce qu'elle vivait et ce qu'elle montrait au monde. Une distance qui devenait insupportable. Dans sa chambre, elle s'est regardée dans le miroir. Le visage était calme. Trop calme. Comme si toute émotion avait été rangée dans un coin. À cet instant, elle a su. Elle a su que si elle continuait,
elle disparaîtrait complètement, pas lentement comme avant, mais d'un seul bloc. Une disparition nette, propre, silencieuse. Cette nuit-là, elle n'a pas pleuré, elle n'a pas crié, elle n'a pas discuté. Elle a simplement réalisé que le silence n'était plus une protection, c'était une prison. À partir de cette nuit-là, rien ne fut jamais comme avant. La révélation n'est pas venue dans un grand discours. Elle est venue dans une pièce simple, avec une caméra fixe et un silence épais. Carla Bruni s'est assise, les mains calmes, le regard droit. Elle savait ce qu'elle allait dire. Elle savait aussi ce que cela allait changer. Mais cette fois, elle n'allait pas reculer. La journaliste lui a demandé pourquoi elle était restée silencieuse pendant si longtemps. Carla n'a pas hésité. Elle a dit « Parce qu'on m'a appris que ma voix pouvait déranger ». Une phrase simple. Mais une phrase qui coupait comme une lame. Elle a continué. « Pendant des années, j'ai pensé que me taire était la meilleure façon de protéger ce que j'aimais. Mais je me suis protégée de moi-même aussi. » La salle est restée immobile. Même la journaliste ne respirait plus. Puis elle a prononcé la phrase qui a tout renversé. Le silence, ce n'était pas de l'élégance, c'était de la peur. 3 mots ont fait trembler l'écran. Peur de blesser, peur d'être mal interprétée, peur d'exister trop fort dans un monde qui voulait d'elle une présence douce, lisse, impeccable. Carla a expliqué qu'un jour, elle s'est réveillée en comprenant qu'elle n'avait plus de place dans sa propre vie. Elle a dit « On m'a demandé d'être parfaite, pas vrai ». Cette phrase est sortie sans effort, comme si elle existait en elle depuis des années. Elle l'a libérée. Le public a réagi immédiatement. Des femmes ont écrit qu'elles comprenaient ce qu'elles ressentaient. Des hommes ont admis qu'ils n'avaient jamais perçu ce que coûte le silence d'une femme publique. Les médias ont repris chaque phrase. Les réseaux sociaux ont explosé. Mais Carla ne cherchait ni les faits, ni la polémique. Elle cherchait seulement à donner un nom à ce qu'elle avait vécu. Et dans ce moment rare, calme, presque fragile, elle a enfin repris ce qui lui avait échappé pendant 15 ans, sa voix. Après sa révélation, la vie de Carla Bruni a changé sans bruit. Pas de grands gestes, pas de rupture spectaculaire, seulement un retour lent vers elle-même. Elle a recommencé à écrire, à chanter, à respirer comme si l'air était enfin à elle. Sa maison est devenue plus calme, plus légère. Les obligations ont cessé de dicter chaque minute. Elle a retrouvé du temps, du vrai temps. Les gens autour d'elle ont remarqué la différence. Son regard était moins chargé, ses mots plus sûrs. Elle n'avait plus besoin de cacher ce qu'elle ressentait. Elle n'avait plus peur de décevoir. Elle avançait avec une nouvelle forme de simplicité, celle qu'on gagne seulement après avoir traversé un long silence. Carla savait qu'elle ne pourrait jamais effacer les années passées, mais elle pouvait les comprendre. Elle pouvait les transformer. Elle pouvait les laisser derrière elle sans se renier. Et dans cette nouvelle lumière, elle a compris une vérité simple: parler ne détruit pas. Se perdre, oui. Aujourd'hui, elle avance sans bruit, mais sans peur. Elle ne cherche plus à être parfaite. Elle cherche à être vraie. Et pour la première fois depuis longtemps, cela suffit.